UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. C'est la Remote Radio Week, c'est la 4e journée. Aujourd'hui, le thème fil rouge, c'est le cloud. On a plein de questions à vous poser et surtout, Fatim, je n'en doute pas. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui participent à cette discussion. J'aperçois Johan Burgan du réseau RCF. C'est que c'est un grand réseau en France. C'est 64 stations locales. Le réseau est basé dans la capitale des Gaules, dit-on. C'est Lyon, bien entendu. Et je suis sûr que Johan, je lui adresse un clin d'œil, mais je suis sûr que ce dernier va vous donner des pistes de réflexion forcément très intéressantes parce qu'il est non seulement directeur technique à RCF, mais en plus de ça, il est passionné. Généralement, ça fait toute la différence. Fatim, c'est à toi. Bonjour Johan, bonjour Niata. Je suis très contente de vous avoir. Effectivement, comme le disait Frédéric, j'ai hâte de savoir tout ce que vous allez nous dire sur le cloud. Parce que véritablement, j'ai parlé un peu avec Niata, c'est la grande révolution en radio que de parler de cloud. Et quand on parle de cloud, je pense qu'on va aborder également toutes les questions relatives à la sécurité, aux sauvegardes et tout ça. Mais en fait, je parle du principe en fait que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le cloud. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, très souvent on utilise des technologies. Et puis, on ne sait pas que c'est ça qu'on utilise jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous expliquer qu'en fait, ce qu'on utilise, c'est du cloud. Et donc, je vais poser ma première question à Niata Kalonji. Donc, Niata Kalonji, vous êtes ingénieur. Vous travaillez chez Orange France. Et pour vous, le cloud, vraiment, c'est... vous allez nous expliquer ce que c'est et surtout l'usage que l'on peut en faire en radio. Bonjour Fatim, bonjour Johan, bonjour tout le monde. C'est vrai que le cloud, c'est une très grande transformation. Pour expliquer ce que c'est le cloud, je vais prendre le point de vue des radios tout simplement, puisque c'est la porte d'entrée la plus aisée. Imaginez-vous, vous avez deux studios. Le studio 1, je rentre dedans. Qu'est-ce que j'y trouve? J'y trouve un ordinateur connecté à Internet, un casque et micro. C'est tout ce que j'y trouve. Je rentre dans un deuxième studio, je me retrouve devant une table de mixage, plusieurs écrans pour les réalisateurs, que ce soit pour les cartouchés, que ce soit pour la diffusion, etc. Et puis, à côté, des micros et un autre écran pour les animateurs. Deuxième studio. Donc, dans ce deuxième studio, on peut mixer sur place, on peut insérer des cartouches sur place, de la musique, etc. Et puis ensuite, on diffuse le son qui sort de ces studios. De l'autre côté, j'ai juste un navigateur connecté à Internet. C'est-à-dire toutes les fonctions de mixage, d'insert téléphonique, etc. sont réalisées à distance par des ordinateurs qui sont à distance. C'est ça le cloud. Et ce cloud-là présente beaucoup d'avantages. Puisque si je regarde ce qui se passe dans le studio 2, j'aurais acheté des ordinateurs, des serveurs, etc. Mais quand je regarde l'utilisation de ces ressources, je les utilise pas à 100%. De manière générale, c'est 20-30% qu'on utilise, que ce soit en capacité de calcul ou en capacité de stockage. Mais quand je vais dans le cloud, je vais payer ce que je consomme. Si j'utilise tant en calcul, tant en stockage, je paye. Si j'ai 100 auditeurs ou 1 million d'auditeurs, je vais payer en fonction de ça. Donc le cloud, la première chose que ça représente comme bénéfice, c'est que c'est l'ubiquité. On peut le faire de partout. Donc je prends une radio, par exemple la Voix de la Diaspora, juste pour citer un exemple. On peut juste avoir un ordinateur connecté à Abidjan, un ordinateur connecté à Lyon, à côté de chez Johan, un ordinateur connecté à Kinshasa, et on fait un duplex avec des inserts téléphoniques, etc. C'est tout ce qu'on aura besoin, puisque toute la mécanique de la production est dans le cloud. Premier avantage, donc l'ubiquité. Deuxième avantage, puisque c'est mutualisé, les ressources sont mutualisées, comme je l'ai indiqué dans le cloud. Donc, il y a une espèce de commoditisation des ressources qui font que c'est moins cher. C'est moins cher. Dans le deuxième studio, il faut que j'investisse dans la table de mixage, dans les ordinateurs, etc. Alors que dans le premier, l'investissement est très léger. Donc, je paye à l'utilisation. Donc, cette commoditisation des ressources baisse la barrière d'entrée et permet de faire des choses très intéressantes partout dans le monde.
Troisième avantage, qui est énorme aussi, c'est l'innovation que ça apporte, puisque le cloud est assez ouvert pour que tout le monde vienne apporter sa brique. Et cette brique, ça peut être des innovations. Ça peut être une façon de distribuer le podcast. Par exemple, j'utilise l'intelligence artificielle qui a été développée sur ce cloud-là pour personnaliser la distribution de podcasts. Quand je m'adresse à Johan, je sais ses intérêts et je vais lui proposer des choses où il y a plus de chances qu'il utilise ça. Quand je m'adresse à Fatim, etc., etc. Donc, l'innovation est la troisième brique de bénéfices, à côté de l'ubiquité, de la commoditisation, pardon. Voilà, très brièvement, en introduction pour expliquer la radio dans le cloud. Et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter un peu du cloud par lui-même, c'est-à-dire des data centers et de la connectivité en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, Kalonji. Écoute, Johan, j'en profite pour te passer la parole également sur comment est-ce qu'on peut utiliser le cloud en radio, parce que Frédéric me dit que tu auras plein de choses à nous apprendre ce soir. Oui. Bonjour tout le monde. Effectivement, RCF, c'est un réseau de radios, 64 radios associatives en France et en Belgique. Et on a un projet de transférer nos systèmes radio dans le cloud. On a déjà un ensemble de briques. Vous avez le projet, vous ne l'avez pas encore fait, c'est ça? Ça existe aujourd'hui pour une radio, dans quelques jours une deuxième radio. Et tous les nouveaux programmes qui arrivent par rapport au DAB, en France on est en train de déployer le DAB, sont directement dans cette architecture cloud. On en parlera un petit peu plus tard. Il y a la technologie, il y a l'accompagnement au changement, la transformation des process et la manière de travailler. Donc tout ça doit se faire en lien. Donc on y va par étapes, par petits pas. Posons les architectures, posons la manière de repenser la production radio, comme il a dit Ndiata. Quand vous arrivez dans un studio ou n'importe où et que vous avez juste un micro et un casque, et ben ça change la manière de produire de la radio et de la diffuser. Il faut accompagner dans un réseau comme le nôtre. On a 300 salariés et 3000 bénévoles qui travaillent. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a à peu près 120 serveurs et 1000 postes de travail, dont les 3/4 ont le logiciel qui sert à faire l'automation radio. Par rapport aux enjeux du cloud, pour nous, on a parlé un petit peu avant de l'ubiquité, de l'innovation, de l'économie. Il y a aussi d'autres sujets qui sont très importants pour moi, en lien avec RCF. Je vous expliquerai un peu le projet après. Pour moi, c'est aussi l'enjeu de la simplicité, parce que quand vous imaginez des outils en mode cloud, c'est des outils qui sont dans des interfaces, des navigateurs Internet. Donc, la manière de repenser les systèmes sont beaucoup plus simples, donc c'est beaucoup plus accessible. Et un réseau comme le nôtre avec 3000 bénévoles, ça permet en fait de faciliter la production, la programmation et la diffusion multicanale, que ce soit sur le broadcast hertzien, FM, DAB, ou sur le digital pour la réécoute, les podcasts, etc. J'ai encore deux sujets à rajouter par rapport au cloud. Pour moi, c'est aussi l'enjeu de l'écologie. On l'a dit tout à l'heure. On passe d'une architecture, par exemple, chez nous, de 120 serveurs qui servent à stocker les données, à produire et à diffuser, à une architecture où, en fait, j'aurais 3 serveurs avec un système de virtualisation en data center chez moi, ce qu'on appelle privé, cloud privé, ou à l'extérieur, par exemple, chez Amazon, Google ou Azure. Donc, il y a un enjeu d'écologie parce qu'on va réduire le nombre de matériel, donc on va réduire l'empreinte carbone. Puis le troisième point qui me paraît un des enjeux majeurs, c'est la sécurité. On en parlera, j'imagine, un peu après. La sécurité des accès, avoir un seul point central pour refaire tous les accès de sécurité, et la sécurité des données et de la diffusion de nos programmes. Si j'ai qu'un seul point, eh ben, je duplique ce point et je peux gérer ce qu'on appelle soit un plan de continuité d'activité, soit un plan de reprise d'activité. Le premier, c'est tout simplement, j'ai une panne, et ben, de façon transparente, je bascule sur l'autre système. Et le plan de reprise d'activité, c'est j'ai une panne, mais j'ai pris un engagement vis-à-vis des métiers, des directeurs d'antenne, qu'en moins de X minutes ou X heures, je rétablis à l'identique le système. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages au cloud. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille ce plan projet de migrer au fur et à mesure les différentes radios du réseau en mode cloud. On a commencé le projet il y a à peu près 2 ans. On l'a fait par opportunité parce qu'aujourd'hui, on a tous le même outil
d'automation radio, qui est l'IaaS de David System. Et dans leur roadmap, ils ont une ligne de produits pour pouvoir déployer les services en mode cloud pour faciliter l'ubiquité en production. Donc, à partir de ce postulat d'avoir une suite applicative qui prend cette direction-là, on suit le chemin et on a repensé tout de suite une architecture d'hébergement et d'accès à ces informations. Et puis, plutôt que de dire on va casser l'existant pour repartir sur une nouvelle base, en fait, on va faire une migration sur 3-4 ans de l'ensemble des radios. Donc, on est parti sur les nouvelles radios qui rejoignaient le réseau. On est parti sur les nouveaux programmes pour déployer cette architecture. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on organise cette table ronde. Est-ce que je continue? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Moi, déjà, j'ai 2 questions à vous poser. Pourquoi ça a été si long pour vous, qui êtes un si gros réseau, à migrer sur le cloud? Parce qu'on se serait dit que, bon, vous avez les moyens, vous avez les ressources, ça aurait été vite fait. Pourquoi c'est si long? Et encore, il y a une seule radio qui est sur le cloud. Et là, vous commencez juste à le faire. Alors, en fait, il y a 2 objectifs. Il y a, on va dire, 2 freins entre guillemets. Le premier, c'est la maturité technologique. Parce qu'en fait, nos outils aujourd'hui d'automation, c'est des outils qui sont robustes, qui sont efficaces. Il n'y a quasiment aucune panne. Quand il y a une panne, on a tout de suite un backup derrière. C'est des outils qui sont extrêmement matures parce que ça fait 15-20 ans que ces outils sont en place. On les a fait évoluer, mais c'est des outils qui sont extrêmement fiables. Et aujourd'hui, la maturité des outils en mode cloud, on a encore quelques balbutiements. Par exemple, pour que le cloud fonctionne bien, il vous faut des bons accès Internet. Parce qu'en fait, vous êtes connecté à un système hébergé à l'extérieur. Si votre connexion Internet n'est pas fiable, et ben en fait, vous ne pouvez pas travailler. Donc, il faut mettre en place des connexions de type VPN, sécuriser des accès Internet professionnels, etc., avec des chemins en parallèle pour s'assurer que si on a un qui tombe en panne, on a toujours un en backup. Donc déjà, la maturité des outils. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement à la transformation interne. Aujourd'hui, vous avez des techniciens, des ATR, des animateurs techniciens réalisateurs, et en fait, ils ont une manière de travailler. On a des processus internes. Un producteur a une idée, conçoit une émission, on fait le montage, la réalisation, la programme, où je suis en live, et puis j'ai toutes mes sources micro, CD, PC multimédia ou autres près de moi, et je fais le mixage de tout ça. Demain, le mode cloud, on perd cet aspect très matériel des choses, et l'idée, c'est de se dire comment on accompagne tous ces ATR à repenser la manière de produire et de concevoir des émissions, en fait. Donc, premièrement, je pense qu'il y a l'enjeu de la maturité technologique, et le deuxième, c'est l'accompagnement au changement, la culture. Juste pour compléter un peu ce que Johan dit, puisqu'avant d'être directeur de programme stratégique en France chez Orange, j'ai créé une entreprise sur les Wikiradio qui fait partie maintenant d'un groupe français qui s'appelle OS France, c'est un grand groupe média. Et c'était en 2008-2009 qu'on a créé. Donc on était un peu pionniers sur les sujets, avec d'autres évidemment. Dans le monde et en France. Ce qu'on avait constaté, c'est que effectivement les 2 points que souligne Johan sont vraiment présents, c'est-à-dire la maturité technologique, la sécurisation de la connectivité, puisque ça devient critique, et puis ensuite l'accompagnement, puisqu'il y a une transformation des métiers. Donc, ce qu'on a constaté quand on a mis à disposition l'outil qu'on avait développé de Wikiradio, c'est que ce sont ceux qui n'avaient pas déjà investi, ceux qui n'avaient pas des radios avec tout l'outillage qui optaient pour ces nouvelles technologies. Donc, c'est par exemple les écoles pour juste former les jeunes à la fabrication de l'information en termes éducatifs. Donc, c'est certains médias qui n'avaient pas la partie audio. Qui y allait. Donc, effectivement, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on a déjà en termes d'investissement et puis la transformation que ça implique. Puisque, effectivement, quand on a 3000 bénévoles et 300 salariés, il y a une transformation des métiers assez importante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je vous pose la question à tous les deux, qu'on est un peu dans
dans la réflexion, avec la disparition du NAGRA, est-ce qu'il n'y a pas une réticence radio traditionnelle justement à basculer sur les clouds? Souvent, je me pose la question parce que effectivement, les gens ont leurs usages. Donc, devoir arriver à un nouvel usage pour vous chez RCF et puis Kalonji, vous plutôt, c'est le cloud, ça va être bien, ça va révolutionner les radios. Mais pour les radios plus traditionnelles, est-ce que le cloud ne va pas montrer des limites qui fera que, certes, ça va transformer le métier, mais il y a un certain nombre de choses qu'ils avaient la possibilité de faire en physique qu'ils ne pourront plus faire? Cette réticence des radios traditionnelles à l'arrivée du cloud. Je dirais, la radio cloud n'empêche pas de faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est quelque chose qui vient enrichir. Si je veux faire de manière traditionnelle, je veux enregistrer ou avoir des personnes autour d'une table, je peux le faire. Ça n'empêche pas. Mais ça donne d'autres possibilités. Ça donne d'autres possibilités de dire, je peux faire ce que je faisais jusque-là avec les technologies traditionnelles. Donc, j'allège la technologie que j'utilise, je le fais autrement. Et puis, à côté de ça, je peux faire beaucoup plus. Imaginez, là, on discutait, on parlait de l'émission qui est passée avant. Le podcast est généré automatiquement. On peut être sur une radio FM, on fait son émission. Une fois que l'émission est finie, on a le podcast disponible et sur le web et partout, en mobile, en fixe. C'est quelque chose qu'on vient additionner. Le cloud, il vient pas soustraire, il vient additionner. Donc, il y a des nouveaux usages qui vont se développer à côté de ça, en plus, et peut-être petit à petit, certains usages vont diminuer et s'estomper. Mais le cloud additionne, ne soustrait pas. Johan, chez vous, comment vous sentez-vous cette transition à votre niveau avec vos 60 radios? On prend le temps, on est dans une phase d'explication, d'accompagnement. Avec le cloud, on peut se sentir aussi dépossédé parce qu'aujourd'hui, chaque radio a ses propres infrastructures informatiques. Et demain, avec le cloud, ces infrastructures ne sont plus dans la radio, ne sont plus dans le local de la radio. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accompagner parce que, en fait, c'est avoir un objet physique dans lequel je retrouve mes données dans quelque chose qui est complètement immatériel, dans lequel je retrouve aussi mes données, mais potentiellement des données des autres aussi, avec l'enjeu de cloisonner ou de décloisonner nos informations. Par exemple, par rapport à ce que disait Ndiata, ça ne serait pas, ça additionne. Et en fait, il y a un enjeu qui est hyper intéressant, c'est le collaboratif. C'est-à-dire que nous, on produit dans le réseau RCF à peu près 260 heures de programmes propres par jour. Et en fait, aujourd'hui, c'est produit localement. Mais en fait, l'idée, c'est qu'avec cette nouvelle architecture cloud qu'on a mis en place, on a une base de données et toutes les émissions, tous les sons produits par les radios locales sont centralisés dans la même base de données avec un moteur de recherche qui est Elasticsearch. Et en fait, vous pouvez taper des mots-clés et vous allez retrouver toutes les émissions qui sont en lien via le réseau avec les mots-clés que vous recherchez. Donc, ça peut être utile pour les producteurs, les journalistes en interne. Puis ça peut être aussi utile par rapport, on vient de parler, au digital, parce qu'on peut aller rechercher plus facilement une information dans nos bases de données. Et en fait, c'est vraiment un nouveau modèle, c'est une nouvelle manière de penser les choses. On ne pense pas forcément unitairement, on pense global. Et ça s'accompagne. L'autre point, c'est la manière de produire, c'est-à-dire effectivement les NAGRA, Zoom, etc. Bon, c'est toujours présent, mais on voit de plus en plus de smartphones. Et en fait, ça ne change pas grand-chose, sauf que le NAGRA, j'enlevais la carte SD, je le mettais dans un ordinateur, je le mettais dans mon outil de montage et je travaillais. Maintenant, avec les smartphones, vous avez des outils et en fait, vous êtes directement connecté à votre base cloud. Et quand vous avez fini votre enregistrement, en fait, le son se trouve directement dans la base de données, dans un statut brouillon à travailler. Et puis, vous travaillez dessus, mais votre son, il est toujours dans la base de données centrale. Et vous faites votre montage à distance, soit par un client lourd qui synchronise avec cette base de données, soit par une interface web, par exemple, si vous voulez faire un montage simple. Qui veut répondre à cette question qui apparaît sur l'écran? Est-ce que le cloud va aussi servir pour les radios du DAB+, c'est-à-dire servir de sécurité en cas de panne? Alors, c'est plus peut-être Johan qui est... Alors, nous, en fait, tous nos nouveaux programmes DAB aujourd'hui sont sur cette architecture. En fait, on l'a fait dans un objectif de mutualiser les coûts et les moyens. Tout à l'heure, Fatim me demandait pourquoi on a pris un peu de temps. C'est parce qu'on a fait un grand projet qui a duré presque 7 ans de renouveler tout le parc technologique d'RCF,
que ce soit la partie console audio numérique autour de l'Axia, que les ordinateurs, que l'outil d'automation. Et en fait, les nouveaux programmes, on les embarque directement dans cette version cloud. Ce qu'on a oublié de préciser aussi, l'avantage du cloud, c'est que forcément, on mutualise les systèmes techniques et en fait, on copie-colle, entre guillemets, un environnement de travail et on le personnalise pour un programme. Donc, ça va être la couleur d'antenne, ça va être les programmes, les déroulés des émissions avec les conducteurs. Les conduceurs, voilà, le mot m'échappait. Et du coup, nous, notre stratégie, c'est le DAB. Les nouveaux programmes sont dans cet environnement. Donc aujourd'hui, ils sont hébergés à Paris, dans un data center ATH2. Et en fait, sur ce point-là, on a les connexions à distance pour la partie montage, pour la partie programmation, la partie diffusion. Derrière, on a mis aussi on a commencé à virtualiser les traitements de son. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de hardware. Le seul hardware qui existe, c'est quand même un lien entre cet environnement et la radio locale, parce qu'on a quand même besoin de transiter de la voix ou un montage qui peut être fait en proximité, un mixage. Et en fait, c'est comme ça qu'on travaille pour les DAB. On a mis 2 liens en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a le lien Internet, il y a le lien, on a un VPN MPLS, pour sécuriser la diffusion du DAB+. Et puis, à partir de là, on envoie ça chez les diffuseurs TDF, Towercast, Rescast, etc. Donc, on est en train de travailler justement avec eux pour continuer de professionnaliser le chemin pour avoir des liaisons directement interbay avec leur système. Fatim ? En fait, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé des avantages du cloud. Et si on parlait un peu des inconvénients, parce que ça reste quand même un outil qu'il faut utiliser avec Internet, déjà. Bon, Kalonji, comment on fait pour rassurer les gens sur l'utilisation du cloud? Parce que, évidemment, tantôt, Johan le disait tout à l'heure, que vous avez dû vous créer justement des outils pour votre propre fonctionnement du cloud. Je pense qu'on viendra là-dessus, mais Kalonji, comment je fais pour rassurer les gens sur l'utilisation du cloud? Parce qu'il n'y a pas que des avantages. Déjà, le cloud, quand on parle du cloud, nous tous, on a mentionné la connectivité, puisque on prend tous les serveurs, tous les ordinateurs, on met à distance. C'est-à-dire qu'il faut la connectivité Internet pour accéder à tous ces services-là. Donc, la connectivité devient clé. Et aujourd'hui, la connectivité est en croissance, en Afrique subsaharienne particulièrement. Donc, c'est quelque chose qui est en croissance. Donc, c'est positif sur le fait que de plus en plus, les gens sont connectés. Ça, c'est le premier point. J'ai regardé encore récemment là les chiffres du GSMA, 270 millions de personnes connectées en mobile 3G, 4G. Donc, alors qu'il y a 5 ans, c'était 120 millions. Donc, il y a de la croissance dans la connectivité et c'est un point positif, puisque si ça stagnait, le cloud deviendrait un point négatif puisque on n'a pas de plus en plus de personnes qui peuvent accéder au cloud. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours à chercher à contrebalancer, avantages et inconvénients, c'est que quand on regarde la connectivité en Afrique subsaharienne, le coût diminue aussi, puisque ça, c'est suivi, évidemment, c'est une moyenne que je donne là. Si on regarde sur 5 ans, puisque l'indice qui est utilisé, c'est regarder tout simplement le coût d'un giga par rapport au revenu moyen. Et on voit que c'est passé d'une dizaine de pourcents à 5% en Afrique subsaharienne. Donc, les points sont positifs. Les points sont positifs en termes de connectivité, en termes de coût de connectivité, et puis en termes de croissance du data center, puisque les clouds, c'est pas virtuel. C'est des centres de calcul qui sont immenses, qui ont beaucoup de serveurs, qui ont beaucoup de connectivité, qui ont besoin du refroidissement, etc. Donc, quand on regarde aussi la construction des data centers, ça augmente. Ça augmente puisque les opérateurs téléphoniques sont en train de construire de plus en plus, et puis les grands, comme les Google, Amazon et autres, sont aussi en train de construire des data centers en Afrique. Donc, pour dire oui, il y a des inconvénients qui touchent principalement à la connectivité et qui sont en train d'être atténués. Pardon ?
Et le coût aussi, parce que autant quand j'ai mon matériel chez moi, je l'utilise, je stocke, autant si je suis sur le cloud, là, je vais devoir payer de l'argent tous les mois ou tous les ans. Au lieu d'avoir un seul investissement, vous investissez en une fois dans du matériel que vous avez, que vous utilisez ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça tombe en panne. Mais au lieu de ça, vous êtes obligé de budgétiser un coût supplémentaire pour le cloud. Oui, mais en même temps, comme c'est mutualisé, le coût est moindre. Puisque dans le cloud, quand vous regardez votre ordinateur, comment vous l'utilisez, là, si on regarde nous tous nos ordinateurs, peut-être on est à 10% de la capacité de l'ordinateur. Par contre, on a investi dans 100% de l'ordinateur. Donc, le fait que ça soit mutualisé au niveau du cloud, ça baisse le coût. Non seulement ça baisse le coût en termes de je n'ai pas beaucoup à investir, surtout, je paye ce que j'utilise. Donc, c'est un équilibre à faire de dire est-ce que j'ai besoin de beaucoup de studios partout dans toutes les villes pour produire ma radio? Si oui, est-ce que le cloud, ça vaut le coup? La réponse est oui. Si je suis seul, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Oui, ça vaut le coup puisque je paye moins cher, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, côté coût, je pense que le cloud est beaucoup plus avantageux dans différents cas. Dans différents cas, comme le mentionne Johan, où c'est une 60aine de radios, dans différents cas où je suis une personne, je veux démarrer juste ma radio et je n'ai pas beaucoup d'argent pour investir dans tous les équipements d'une radio. Donc ça vaut le coup. Moi, je pense que le problème peut venir de la connectivité, puisque on a besoin de la connectivité pour aller chercher les studios virtuels, on a besoin de la connectivité pour streamer, envoyer le son pour les auditeurs, et les auditeurs ont besoin aussi de cette connectivité pour suivre les émissions. Mais sur cet angle de la connectivité, on voit quand même qu'il y a une croissance de la connectivité en Afrique, les prix diminuent et il y a de plus en plus de centres cloud en Afrique. Donc, globalement, la machine est en train de se mettre en place pour rendre de plus en plus facile l'accès au cloud. Donc, je dirais, pour moi, c'est avantageux. Une question pour Johan, mais est-ce qu'il y a suffisamment de cloud aujourd'hui sur la planète? Plus exactement, en termes de stockage, hein, c'est pas la question, mais pour maintenir et préserver son indépendance numérique, sa souveraineté numérique. Est-ce qu'il y a un cloud africain, par exemple? Est-ce qu'il y a un cloud asiatique? Ou alors, est-ce que vous, à RCF, ça vous gêne pas de déposer des fichiers, votre comptabilité sur des serveurs Amazon? C'est une question qui est un peu provocatrice, je te l'accorde, mais si tu pouvais m'éclaircir sur ta philosophie en termes d'utilisation d'un cloud qui est basé à l'étranger, par exemple, voilà, c'est pour évoquer la souveraineté numérique. C'est une vraie question, en fait. Alors, nous, chez RCF, on parle du cloud radio, mais de manière générale, dans mon schéma directeur, l'enjeu, c'est d'externaliser au maximum dans le cloud pour acheter un service et non pas d'avoir à faire des investissements. Fatim le disait avant. Effectivement, avant, on était en CAPEX, j'investis et j'entretiens mon matériel. Maintenant, on est plutôt en OPEX, c'est-à-dire que c'est un coût de fonctionnement récurrent. Donc, c'est une autre manière de voir le modèle économique. L'idée, c'est de se dire les couches basses technologiques, on s'en affranchit pour acheter un service, entre guillemets, à valeur ajoutée. Je reviens sur les données. Donc, nous, en fait, les données, aujourd'hui, on utilise Google Workspace, on utilise des outils Salesforce, par exemple, pour la partie CRM, et puis on a aussi notre outil radio DIGAS de David System. En termes d'hébergement de données, tout ce qui est cœur de radio, on le garde dans un cloud privé, c'est-à-dire soit c'est dans nos infrastructures, dans notre data center, entre guillemets, parce que ça reste à échelle humaine, RCF, soit à TH2 à Paris, soit, donc ça c'est le monde de la radio, on le laisse quand même chez nous, parce que on veut avoir la main dessus. Pour les autres sujets, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est lié au site Internet, aux outils du système d'information, aux outils web marketing et autres, tout ça, on prend à l'extérieur. Et on est chez Amazon, chez AWS, on est un petit peu chez Google aussi. Donc là, on a un enjeu par rapport à RGPD. Donc, premièrement, on reste pour RCF dans le domaine de l'Europe. Et ensuite, je reviens sur les inconvénients. Attention aussi à avoir moins de 2 points de stockage de vos données pour éviter l'effet OVH de Strasbourg. En fait, ça a volé. Ceux qui n'avaient pas de points de stockage secondaire ont perdu des données.
Donc, je dirais que c'est un enjeu. On a un sujet, la data, déjà travailler avec les GAFAM en interne, est-ce que ça fait sens? Donc, c'est un sujet de réflexion éthique. Le deuxième point, c'est stocker les données. Oui, mais quelles données à quel endroit? Donc, c'est aussi un sujet que l'on réfléchit. Donc, il y a des données qu'on considère très confidentielles, qu'on garde plutôt chez nous, et des données qui ne risquent pas grand-chose et qu'on expose dans nos hébergements. Par exemple, tout ce qui est lié au podcast ou réécoute est hébergé chez AWS. Donc, pardon. Non, vas-y, fini. Oui, et du coup, voilà. Donc, je voulais juste conclure pour dire que c'est un sujet de réflexion. Quand vous lancez vos projets, quelles données, à quel endroit, comment je les sécurise, aussi bien sur le double hébergement, mais aussi les accès, parce que aussi il y a un point central. Donc, c'est sécurisant dans un sens parce que vous n'avez qu'un seul point d'entrée, mais malgré tout, si le point il est corrompu, en fait, vous perdez tout. Donc, c'est aussi un enjeu de bien sécuriser ce point central. Donc, au lancement du projet, quel type de données, à quel endroit, avec quel hébergement et aussi quel accès à la donnée. Je voudrais juste aussi rebondir un petit peu sur Ndiata tout à l'heure par rapport au coût. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant qu'on travaille en mode cloud public, AWS et Google Cloud Platform. Et je modère dans le sens où c'est beaucoup plus difficile de piloter parce qu'en fait, vu que c'est scalable, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avez de l'activité, ça grossit. Et en fait, ça grossit à l'insu de plein gré. Donc, des fois, vous recevez des factures en fin de mois et vous dites, ah oui, quand même, c'est plus cher que ce que j'avais. Plus ça grossit et plus on paye, en fait. Voilà, c'est ça. On paye à l'usage. Donc, quand il y a un petit usage, tout à l'heure, Ndiata le disait, vous lancez votre programme, vous êtes une petite radio associative qui se lance, prenez une radio as a service, entre guillemets, en fait, vos coûts sont modérés. Par contre, plus vous grossissez, plus ça coûte cher. Donc, il faut avoir le modèle économique qui va avec. Et le deuxième point, c'est par rapport au fait qu'une fois qu'on a mis nos données, nos infrastructures dans un cloud public, l'évolution des tarifs, c'est toujours délicat en fait. Et par exemple, je ne sais pas si vous utilisez Office 365, vous payez une licence à un prix un jour et puis vous recevez un email qui vous dit tiens, on va augmenter de tant de pourcents la licence, vous êtes coincé. Donc, je dirais quand même un des avantages du cloud, c'est aussi de bien travailler votre relation contractuelle avec votre hébergeur et aussi faire et mettre en place un processus de réservation de ressources qui permet aussi de lisser les coûts dans le temps. Mais Johan, tout ce que tu viens de dire là nous amène aussi à la question de la sécurité des données. Bon, vous avez évoqué la question des pertes de données. Là, c'était un accident chez OVH la dernière fois. Mais comment fait-on pour sécuriser ces données quand on les met sur des plateformes? Vous êtes 60 radios, par exemple. Comment vous gérez tous ces contenus si vous les mettez sur le cloud? Quand bien même vous aurez une sauvegarde. C'est assez délicat, comme le disait Frédéric tantôt, d'avoir ces photos quelque part chez Apple et puis un bonjour, on vous dit que vous n'y avez plus accès et vous perdez tout. Et puis, il y a les vols de données aussi, je suppose. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Ouais, je ne sais pas, Ndiata, si tu veux commencer. Ouais. Ou... Tu commences et puis Ndiata pourra finir peut-être. Ouais, vas-y. Alors, au niveau des données, il y a, on va dire, 3 niveaux de données. Il y a les données que je produis en local, donc on les stocke sur un NAS, et on fait des backups de ces NAS pour les héberger dans des buckets AWS, donc dans des environnements cloud. Comme ça, on dit si la radio... Johan, tu utilises trop de termes techniques. Essaie d'être à mon niveau. Pardon. Essaie d'être à mon niveau. En fait, on utilise un serveur dans la radio locale qui stocke toutes les données. Et en fait, on prend ces données et puis on en fait une sauvegarde quelque part dans un environnement cloud. En fait, ça permet que si jamais la radio avait un désastre grave, le feu ou quelque chose, on ne perd pas son patrimoine parce qu'il est stocké quelque part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on a gardé aussi l'univers de la radio en mode cloud privé, c'est-à-dire hébergé dans des data centers où on a la main de A à Z, c'est parce qu'en fait, on fait des backups tous les soirs avec des outils spécifiques. Et encore une fois, ces backups, on les prend et on les met à l'extérieur, de telle sorte que si le système devait être détruit par un ransomware ou quelque chose d'autre, on a des copies de ces images et puis on les redémarre et derrière, on continue l'activité comme si de rien n'était, ou juste quelques heures de perte de données. Et le troisième point, c'est par rapport aux hébergements. En fait, quand vous prenez un hébergement, par exemple, chez Amazon, et ben, en fait, vous définissez une ou plusieurs zones de stockage en temps réel de cette donnée.
par exemple, nous, on est à Francfort et à Londres. En fait, l'enjeu, non, pardon, on n'est pas à Londres, Bruxelles. Et en fait, l'enjeu, c'est de se dire, si à Francfort, ils ont une panne comme au VH à Strasbourg, c'est pas grave, on a nos données qui sont toujours disponibles sur un autre environnement. Et à ce moment-là, en fait, on ne perd pas de données, même s'il y a un désastre. Donc, par contre, s'il y a un désastre sur les deux systèmes, bon, c'est un peu plus compliqué, mais le risque est tellement... C'est rare. C'est très, très rare. D'ailleurs, un des avantages du cloud, c'est que vous avez un système à 99,995% de disponibilité. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie stockage des données, s'assurer que tout fonctionne, enfin, qu'on a des backups quelque part si jamais un jour on avait un pépin. L'aspect sécurité, c'est un enjeu majeur pour nous. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les annuaires des utilisateurs. Et en fait, un utilisateur doit être déclaré dans cet annuaire avec des droits pour accéder à tel outil, avec tel niveau d'habilitation. Donc, on a une vigilance très, très forte sur cet annuaire. Et tout nouveau compte qui est créé doit être validé avec un regard humain pour s'assurer qu'il n'y a pas des robots qui passent et qui font des intrusions. Autre point important, c'est la mise en place de l'authentification. Vous avez parlé de robots qui passent et qui font des inclusions. Expliquez-nous ça. En fait, vous savez, quand vous êtes exposé sur Internet, il y a constamment des systèmes qui viennent scruter votre site Internet ou vos outils et puis qui vont essayer de passer des requêtes dans les zones de saisie, des messages dans les zones de saisie pour essayer de créer une faille dans laquelle ils vont pouvoir rentrer. Donc, avec quelles conséquences? Avec de créer en fait des comptes utilisateurs à haut privilège. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la plupart des cyberattaques. C'est-à-dire que quelqu'un est rentré dans le système, a créé un compte à haut privilège par des accès techniques puis des failles dans le système. Et puis, il va laisser son compte dormir comme ça. Et 20, 40, 50, parfois 3 mois plus tard, en fait, il va commencer à exfiltrer de la donnée, à commencer à détruire des trucs, etc., etc. En fait, si vous ne le repérez pas tout de suite, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à cet annuaire, ce point d'accès, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des comptes fantômes qui sont créés, qui permettraient de ensuite détruire le système. C'est arrivé dans au moins 2 radios françaises, une radio régionale dans l'Est et une grande radio française qui, pendant 2 jours, pour la radio nationale, a vraiment peiné pour rétablir ses programmes. Et pour la première, la radio régionale a été obligée de tout changer. Voilà. Ouais, tout à fait. Souvent, c'est un peu le constat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été piraté et qu'on ne connaît pas la raison de la compromission, on prend le matériel, on le met de côté, puis on repart à zéro. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des backups et surtout ces backups, s'assurer qu'ils ne sont pas eux-mêmes vérolés. Donc, c'est tout un travail. Et je terminerai juste un truc par rapport à la sécurité et aux accès, c'est la double authentification. Aujourd'hui, ça devient un standard. Donc, c'est quelque chose aussi auquel on est en train de travailler. C'est-à-dire que si vous authentifiez dans un système à partir d'un nouvel ordinateur, en fait, on vous demande un code à usage unique qui permet de valider que c'est bien vous qui allez vous connecter. Soit ça sera sur votre téléphone portable ou un petit logiciel mis à votre disposition. Fatim, il nous reste 5-6 minutes. D'accord, je te laisse la parole. Je compléterai juste avec 2 points. Le premier point, c'est sur la partie finance que Johan a mentionné. Effectivement, le cloud oblige de gérer mieux l'utilisation puisque c'est des ressources qui sont payées à la demande. Donc, il y a beaucoup d'outillage, mais sauf que il faut intégrer, et ça fait partie des changements dans la façon de travailler, puisqu'il faut intégrer, mettre des plafonds, et c'est ce qu'on appelle FinOps, donc finance et opération, collés ensemble. On n'a pas le choix, souvent, c'est des forfaits. Non, c'est des paliers et qu'on peut contrôler, puisque on peut suivre ses besoins, on peut suivre ses consommations et on peut les contrôler. On peut contrôler en temps réel, on peut mettre des règles pour dire si je vais dans ce sens-là, il faut arrêter à tel niveau, des alertes, etc. Mais ça change nos façons de travailler, puisque jusque-là, on avait nos ressources, on n'allait pas exploser ces ressources, puisqu'elles étaient là, elles étaient à côté de nous. Donc là, ça change la façon de travailler et c'est ce qu'il y a dans la transformation des métiers. Ça fait partie de transformer les métiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la sécurité, je pense beaucoup plus à cette notion de résilience, c'est-à-dire tous les opérateurs
de cloud sécurise en ayant 2, 3 data centers qui sont connectés, qui sont espacés, qui sont à une distance suffisante pour que quand il y a un problème sur un autre, un problème physique, que ça n'atteigne pas les autres. Donc, du coup, on a un mécanisme naturel qu'on peut aussi acheter, de dupliquer ces données de façon à sécuriser le maximum des données qu'on veut. Sachant que dans les données, on met pas tout dans le cloud, on fait le choix, comme Johan a dit, suivant le niveau de sécurité. Si j'ai des données que je considère qui me sont propres et que je n'ai pas envie de mettre dans le cloud, je mettrai dans un cloud privé. Comment je sais ça? Parce que moi, une petite radio, on me dit que le cloud, c'est génial, ça va m'alléger le travail, j'y vais. Est-ce qu'il faut des connaissances minimum pour pouvoir utiliser le cloud? Moi, je suis sur le cloud, mais franchement, je n'ai pas pensé à tout ça. Je me suis dit, tiens, une bonne opportunité de faire de la radio avec à moindre coût. Comment je fais? Ouais. Celui qui fournit la radio dans le cloud accompagne la radio qui veut aller dans le cloud. L'accompagne en termes de RGPD, l'accompagne en termes de choix des données, d'architecture, etc. Il y a un accompagnement quand on veut aller et quand on a beaucoup de ressources à gérer. Mais quand on démarre, on peut démarrer et puis ensuite apprendre. Puisque il y a beaucoup d'informations pour apprendre. Donc il y a ces deux possibilités là, puisque on parle des petites radios. Moi je vois des petites radios communautaires en RDC qui se débrouillent très bien avec les moyens du bord pour dire je fais avec ça, et puis ensuite les conseils, les communautés aussi des radios sont des bons conseils pour échanger les bonnes pratiques, etc. Donc, quand on est une radio qui est déjà assez avancée, on peut payer cette prestation-là. Quand on est une nouvelle radio, on peut commencer et puis ensuite apprendre avec les communautés des radios, apprendre avec les forums, les différents forums qui existent. Mais le cloud donne accès à des outils qui sont simples à utiliser. La simplicité dans le cloud est vraiment clé. Donc, ce sont des outils très simples à utiliser. On n'a pas besoin d'être un technicien fort pour pouvoir utiliser le cloud. Ndiata, juste en 10 secondes, qu'est-ce que les radios peuvent stocker sur le cloud? Les radios communautaires, qu'est-ce qu'elles peuvent stocker prioritairement, pour donner des exemples très concrets? En 10 secondes. Le contenu déjà. Tout le contenu peut être sur le cloud. Donc la musique, les reportages? Tous les contenus peuvent être sur le cloud. Ensuite, sur les données personnelles, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le cloud et qu'on peut protéger en étant sur le cloud. Ça? Les données personnelles, ça va être quoi? Les données personnelles, c'est par exemple quand quelqu'un s'inscrit sur ma radio et il laisse des informations qui sont personnelles. Ça, je n'ai pas droit d'utiliser ces informations-là. Ce sont des informations qu'il faut protéger. Est-ce que le cloud sera the place to be dans 10, 20, 30 ans ou peut-être avant? Peut-être maintenant. Pour moi, le cloud, c'est maintenant. C'est maintenant. Puisque pour les radios qui attendent, ils sont en train de rater. Il y a une courbe d'apprentissage pour s'approprier tous ces outils, comment chercher l'audience sur avec des outils cloud, etc. Donc il y a une courbe d'apprentissage. Si on veut aller sur le cloud, c'est maintenant qu'il faut y aller. Bon, Fatim, la conclusion, moins de 2 minutes. Écoutez, je pense qu'on va dire merci aux web radios, parce que les web radios ont été les tout premiers à aller sur le cloud et on voit ce que ça donne pour des web radios comme nous qui, à la fin, sont sur des fréquences. Et puis, j'espère qu'on aura plein d'autres informations pour nous rassurer sur le fait que le cloud, c'est très bien et qu'on peut y aller en toute sécurité. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé en savoir un peu plus. Ndiata, Johan, si j'attends de laisser une seconde pour conclure, parce que ce sont eux qui ont l'info. Johan? Oui, le cloud, c'est l'avenir, clairement.
pour tout ce qui nous concerne. Et je rassure, vous avez parlé de web radio, c'est clair que c'est les web radios qui ont été initiatrices, c'est elles qui amènent aussi de l'innovation. Et si vous lancez votre radio, il y a plein d'outils en mode cloud comme Radio King, Cloud Radio, etc., qui permettent de faire une radio pour quelques dizaines d'euros par mois et diffuser vos programmes et les produire simplement. Merci beaucoup pour cette table ronde, c'était vraiment super intéressant. Ndiata, la conclusion. Merci pour cette table ronde. Tout simplement, moi, je suis prêt à continuer la conversation avec des auditeurs. Je suis disponible sur LinkedIn. Je ferai de mon mieux pour discuter avec ceux qui veulent. Voilà. Super. Merci à tous. Merci à vous deux. À très vite. À très bientôt.